Alors, bonjour à tous. On va ouvrir cet après-midi avec la première table ronde, plus orientée design fiction. En effet, on va s'interroger comment les différents acteurs s'approprient-ils les principes du design fiction. En effet, on disait ce matin que c'était une démarche plutôt naissante, pas vraiment formalisée, en tout cas pas autant que le design thinking, mais qu'elle apportait énormément d'apports, que ce soit pour servir des objectifs différents ou avec tous ces outils et postures que les différents acteurs s'approprient. Donc c'est vraiment le but de cette table ronde aujourd'hui, de s'interroger avec différents acteurs de l'appropriation de cette démarche. Donc on a beaucoup de chance aujourd'hui d'avoir Raphaël Gerson, conseiller scientifique de la direction exécutive de l'expertise des programmes. On a aussi Isabelle Lambert, chef de projet prospectif chez Léonard, le laboratoire ouvert à la future de la ville et des infrastructures de Vinci. Et Marie-Noéline Viguier, pour être cofondatrice de l'association Ici Demain et créatrice du BAFAM. Bonjour à tous. Je vous propose qu'on commence avec un rapide tour de table pour que vous puissiez faire connaissance avec l'audience. J'ouvre. Donc Raphaël Gerson de l'ADEME, l'agence de la transition écologique. Donc je travaille effectivement sur les questions de sensibilisation et de formation à la transition écologique à l'agence. Et ravi d'être ici. Merci pour l'invitation. Donc Isabelle Lambert, donc moi je m'occupe du programme Prospective de Léonard, qui est la plateforme d'innovation et de prospective pour le groupe Vinci, que vous devez tous très certainement avoir entendu parler. Il n'a plus les parkings, mais aussi on s'occupe des concessions avec les aéroports, les autoroutes et aussi la construction de tout type d'infrastructures. Et moi, c'est Marie-Noéline. Moi, je conçois des dispositifs d'utilité utopico-publique qui sont réclamés par l'avenir pour faire le passage entre l'époque actuelle et l'époque qui arrive. Et là, le dispositif dont je vais vous parler s'appelle le BAFAM, qui est une sorte de BAFA, une nouvelle version. Ok. Alors, on vous a fait venir ici parce que vous avez tous travaillé autour de cette démarche, sur chacun des axes plus ou moins, mais on voulait creuser un peu plus spécifiquement chacun de ces axes. Les imaginaires plutôt avec Raphaël, et notamment car vous êtes ancien directeur adjoint de l'ADEME, qui a sorti ces fameux scénarios. Merci. Et du coup, essayer de comprendre ce côté pourquoi en fait on s'est mis à s'ouvrir vers les imaginaires, vers du sensible, vers du partage de la prospective classique avec de nouveaux outils. Donc si tu veux bien nous raconter un peu, vu que tu as observé ce qui s'est passé à l'ADEME. Oui, effectivement. Enfin, ce qui paraît un peu paradoxal, c'est que finalement les imaginaires rendent au contraire les choses très réelles. Et c'est un peu cette démarche qu'on a suivie dans le cadre des transitions 2050 de l'ADEME, parce qu'on est parti d'un concept qui peut être assez vague, la transition écologique. Dit comme ça, on ne sait pas forcément ce que ça implique, ce qu'il y a derrière, et comment mobiliser du coup pour atteindre les objectifs. Par contre, quand on commence à imaginer un monde et une France neutre en carbone, ben là on commence à rentrer dans des choses très concrètes. Comment on modifie nos modes de consommation, nos modes de production, comment on atteint cette neutralité carbone en 2050. Et c'est un peu ce qu'a fait l'ADEME à travers ces 4 scénarios qui ont été publiés en novembre 2021. Alors je ne vais pas vous résumer le rapport de 700 pages en 2 minutes, mais ce qui est important de retenir de ces 4 scénarios finalement, c'est que tous permettent d'atteindre la neutralité carbone, mais de façon très différente et en s'appuyant finalement sur 2 grands leviers. Le premier levier, il est comportemental. Il s'agit d'adopter des comportements plus sobres. Et le scénario 1, génération frugale, repose quasiment uniquement sur ce pilier. Le scénario 2, coopération territoriale, il s'appuie principalement sur ce levier de la sobriété, mais il va également chercher l'apport des innovations technologiques, qui est le grand 2e levier pour atteindre la neutralité carbone. Et le scénario 3, lui, s'appuie fortement sur les technologies,
et la sobriété, mais dans une moindre mesure, et la sobriété disparaît dans le scénario 4, et c'est uniquement les solutions technologiques qui permettent d'atteindre la neutralité carbone. Alors le but n'est pas de prendre position entre les 4 scénarios, d'ailleurs l'ADEME ne prend pas position dans ces 4 scénarios, mais de mettre un petit peu sur la table les enjeux, ce qui nous attend, et finalement d'imaginer ce monde en 2050 dans les 4 scénarios. Et quel que soit le scénario retenu, et d'ailleurs ce sera probablement aucun de ces 4, mais ne serait-ce que si on n'atteint pas la neutralité carbone, mais si on s'en approche, ça sera déjà essentiel parce que chaque dixième de degré va compter. Donc, quel que soit le scénario, ça implique des changements radicaux de nos modes de vie, de nos modes de consommation, de nos modes de production, de notre façon de nous loger, d'habiter, de se déplacer, de se nourrir. Et donc, finalement, cette démarche de mise en récit de la transition écologique, elle rend la transition écologique concrète, accessible, et elle permet de mobiliser finalement l'ensemble des acteurs, l'ensemble de la société. C'est pas juste une histoire de planification politique, c'est pas juste une histoire d'entreprise, mais ça touche l'ensemble des citoyens, à la fois dans nos comportements et également dans notre activité professionnelle ou associative ou même au niveau des étudiants. Donc finalement, on se rend compte que pour atteindre la neutralité carbone, il faut remettre profondément en cause nos aspirations. On nous vend depuis des dizaines d'années des rêves carbonés. Les statuts, la réussite aujourd'hui, les symboles de réussite sont carbonés. Il faut avoir une grosse voiture, même plusieurs. Faut prendre l'avion pour des week-ends. Voilà, il faut avoir une grande maison avec des pièces où on va pas, mais c'est bien pour montrer. Ça consomme énormément d'énergie, tout ça. Faut changer sa garde-robe souvent pour être à la mode. Et donc voilà. Et donc on se rend compte finalement que nos aspirations, nos rêves, ils sont carbonés aujourd'hui parce que c'est cette culture dans laquelle on a vécu. Donc finalement, faire la transition écologique, non seulement ça concerne tout le monde, mais pour la réussir, il faut commencer par décarboner nos valeurs, décarboner nos rêves, et finalement décarboner notre imaginaire pour ensuite concrètement agir et réussir le pari de la transition écologique en vrai. Super, merci. Et ce travail, du coup, ouvert sur les imaginaires et les rêves, est-ce que ça a changé le rapport de l'ADEME avec la prospective, le rapport de ce que veulent dire les chiffres, en fait, puisqu'ils sont incarnés dans du concret? Qu'est-ce que ça a changé de ce côté-là et quel impact ça a aujourd'hui à la direction exécutive des programmes? Alors, en fait, ça s'est inscrit, l'exercice de prospective s'est inscrit dans... Il y avait déjà eu d'autres exercices de prospective, mais là, on est vraiment passé à une autre échelle de cet exercice de prospective, et ça a permis finalement de cristalliser un peu toute l'expertise de l'ADEME et de la rendre accessible et de trouver un peu cette ligne de crête entre la vulgarisation, mais en restant très rigoureux d'un point de vue scientifique. Et le rapport, il fait 700 pages, mais après il y a des synthèses de 45 pages, un résumé exécutif de 12 pages, et puis après des zooms, des chapitres sur lesquels, si vous voulez approfondir, vous allez trouver tous les éléments qui ont constitué ces scénarios. Donc finalement, ça a changé les choses à deux niveaux. D'abord parce que l'ADEME était à la base un endroit où on trouvait surtout des ingénieurs, et là on va aussi trouver de plus en plus d'experts en sciences économiques et sociales et sciences humaines et sociales. Donc là ça fait vraiment se réconcilier l'ensemble des sciences autour de ce projet, et également de rendre des études accessibles au grand public pour mobiliser massivement pour la transition. Super. Alors j'aimerais bien vous interroger aussi sur les imaginaires. En effet, est-ce qu'il faut repenser des mondes décarbonés, en commençant peut-être par toi, Isabelle, si tu veux parler un peu plus de ce que vous faites chez Léonard. Oui, alors nous, chez Léonard, nous sommes une petite vingtaine au service des 270 000 collaborateurs de chez Vinci. Donc on a des métiers qui sont très divers. Et nous, notre objectif au sein de Léonard, c'est d'accompagner la transformation du groupe aussi bien en termes d'organisation que de business sur des sujets, donc plus particulièrement la prospective, sur des sujets à très fort impact dans les prochaines années sur nos activités.
Et donc dans les sujets à très fort impact, on va traiter des sujets des nouvelles technologies, des questions environnementales, des questions de mobilité, des nouvelles formes de travail. Et donc en fait l'objectif c'est d'aller sur 6-8 mois, mener des explorations pour aller pousser le groupe à se définir une vision stratégique et un plan d'action, et derrière engager le mouvement du groupe par rapport au projet d'innovation qu'on aura défini avec eux lors de cette exploration. Est-ce que je vais plus loin, après je rentre un peu plus, ou Alors, je te laisse peut-être... Tout à l'heure, j'aimerais bien creuser avec toi le deuxième axe sur l'anticipation, mais pour la question des imaginaires, j'aime bien cette notion de maintenant on va chercher à explorer les futurs dans le but de servir une vision stratégique. C'était peut-être pas le cas autant à l'époque de laisser de la place à ces récits, aux imaginaires, aux sensibles et à l'incertain. Comment, est-ce que ça marche aujourd'hui? Est-ce que ça a été facile à mettre en place? Alors, en fait, la prospective, c'est un domaine qui est assez spécifique, il est très cyclique. Donc là, aujourd'hui, et surtout avec le Covid, il est reparti en flèche. Et outre le Covid, c'est aussi les questions environnementales qui ont accéléré l'intérêt pour la prospective. Pourquoi? Et pourquoi aussi les imaginaires sont hyper intéressants et importants? C'est parce qu'il y a vraiment un besoin de redéfinir un récit. Aujourd'hui, on est dans une vraie nébuleuse. On ne sait pas le monde de demain, ce qui nous attend. Et donc, on est un peu perdu. Et donc, pour avoir un récit, donc même si, comme tu le disais, on ne sait pas, il y a très peu de chances que les récits qu'on va définir se réalisent à 100%. Mais au moins, ça nous donne une représentation, un cap, une direction qu'on va ajuster au fur et à mesure du temps qui passe. Mais en tout cas, ça nous permet de nous projeter. Donc, c'est vraiment ça, en fait, l'importance de l'imaginaire. Les techniques de prospective ont beaucoup évolué, elles étaient très scientifiques, très méthodologiques. Et là, aujourd'hui, on sent vraiment un regain et une découverte aussi de l'imaginaire. On va s'appuyer sur ces techniques de design fiction ou des appuis sur les productions artistiques pour vraiment sortir de ce paradigme. Et je te rejoins en fait complètement sur le fait qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui doit être décarboné. Mais pareil, on ne sait pas à quoi ça ressemble parce qu'on n'a pas été éduqué comme ça et on ne sait pas notre mode de fonctionnement actuel. Donc, il faut changer ce paradigme et ça, c'est grâce aux imaginaires qu'on va pouvoir engager la transition. Super. Quant à toi, Marie-Noéline, donc tu travailles à mettre en action face à la crise du vivant, sacré travail. Et du coup, qu'est-ce que tu penses toi de ce besoin de réinventer ces imaginaires, de sortir de ces rêves carbonés comment, quelle place laisser aux imaginaires aujourd'hui dans notre société? Dans le monde dans les milieux de l'écologie, c'est un discours qui revient depuis un petit bout de temps. C'est le fait de changer les récits et de transformer ces imaginaires. Et donc, il y a eu tout un mouvement, notamment porté beaucoup par les écrivains ou les créateurs de séries, ou tous les créateurs de films, en disant il faut changer les récits. Donc là, on parle de comment est-ce qu'on change le méta-récit dans lequel on existe tous, en changeant les petits récits de séries, de films, etc., etc. Donc il y a une grosse réflexion qui est engendrée à cet endroit-là. Et visiblement, pareil, ça ne suffit pas forcément. C'est-à-dire qu'on voit bien que il y a quelque chose là-dedans qui fait que ça ne suffit pas. Il y a plein de démarches qui sont lancées, notamment en ce moment, il y a un grand projet d'Assemblée des imaginaires qui a vocation à mobiliser un peu comme ça sur quels sont ces nouveaux imaginaires décarbonés, d'une nouvelle société plus écologique. Et en fait, si on creuse un peu le sujet, on voit qu'il y a quand même deux choses qui sont difficiles. C'est quels imaginaires est-ce qu'on vient mobiliser quand nous, on a un imaginaire qui est extrêmement pollué et fermé. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder, il y a deux artistes russes là-dessus qui sont intéressants, qui s'appellent Komar et Mélanide, qui ont fait tout un travail qui s'appelle Best World, où ils sont allés dans tous les pays du monde pour aller faire dessiner à des gens le tableau de la vie un peu idéale et le tableau le plus dystopique possible pour eux. Et en fait, vous regarderez les résultats, et à peu près dans tous les pays du monde, c'est les mêmes représentations. Et donc, on va voir que le monde un peu idéal, c'est un lac avec une vallée, des arbres autour, quelques humains devant, etc. Et ça montre que nos imaginaires, ils sont pollués. Et donc, il y a un enjeu à savoir comment est-ce qu'à un moment, on réintroduit d'autres choses. Ça, c'est, je trouve, la première chose qui est importante. Et la deuxième, et donc pour ça, il faut peut-être aller chercher un peu plus dans des imaginaires du quotidien et dans des petites choses, dans des micro-pratiques qui vont faire qu'on va pouvoir transformer petit à petit, plutôt que de tout de suite aller mobiliser une vision d'ensemble qui est un peu difficile. Et la deuxième chose, c'est une étude de l'Université de la pluralité, qui est un espace, une association de prospective créative, qui a mené une grande étude sur les pratiques créatives. Et il voit qu'en fait, sur ce sujet des récits, l'endroit où ça devient intéressant, c'est l'endroit de la co-conception, c'est-à-dire que placer les gens juste à un endroit de récepteur du nouveau récit
Ça va amener surtout dans une société du spectacle où on est quand même habitué à prendre, enfin je veux dire, on a une super éducation, on a quand même un super pouvoir de réception de récits divers et variés, et du coup on a tendance à s'en éloigner assez rapidement, on peut vite décider d'en sortir, c'est facile en fait. Alors que si on implique les gens dans la création, non seulement on fige moins le résultat parce qu'on va accepter la possibilité que les réponses soient différentes, mais en plus parce qu'on a impliqué les gens dans la conception, il y a un espace d'appropriation et de transformation qui va être beaucoup plus fort. Voilà. Super, merci. Donc on est tous d'accord pour se dire qu'il y a un besoin de nouveaux imaginaires. Comme on le présentait ce matin, on distingue 3 grands axes d'appropriation du design fiction. Le côté de l'approche, en fait, de la discipline qui ouvre les imaginaires, qui va servir à la création, donc faire émerger de nouvelles idées. Parce qu'en imaginant ce monde que je me suis jamais permis d'imaginer, je vais identifier de nouveaux comportements, produits, services. Est-ce que vous voulez vous exprimer sur cet axe de l'ordre de la création en utilisant le design fiction pour se permettre d'explorer d'autres types de futurs? À quel point de imaginer de se permettre d'ouvrir de nouveaux imaginaires, ça nous inspire pour servir l'innovation. Alors à quel point, par exemple, je prends un peu d'avance par rapport à la question auquel je devais répondre, mais peut-être du coup si on peut mettre la slide, l'autre slide avec les petits dessins. Alors je veux dire la question qui était pour toi, c'était l'évolution des pratiques de prospective pour mener l'anticipation et la construction de l'avenir. Ouais, mais en fait c'est en lien avec le point que tu vas dire, donc c'est pour ça que je me permets de passer directement à ça, et ça va rebondir à ce que tu parlais de l'université de la pluralité, donc avec qui j'ai travaillé pour créer justement cette bande dessinée qui représente 3 scénarios prospectifs des nouveaux métiers de demain. Et donc c'est là où je me base, en fait, je voulais rebondir sur ton point sur l'imaginaire et la création. C'est qu'en fait, on est aujourd'hui dans un point de rupture, on a besoin de redéfinir un paradigme, on ne sait pas où on va, il y a plein de tensions politiques, changement climatique, tensions sociales, etc. Donc demain, et on le sait déjà que 80% des métiers qui existent aujourd'hui n'existent pas encore 80% des métiers de demain n'existent pas encore. Donc en fait, il y a tout qui est à redéfinir. Donc il y a vraiment des jobs à créer. Et donc pour ça, il y avait besoin de se projeter et d'utiliser les imaginaires. Donc on s'est appuyé sur l'université de la pluralité qui a mené une démarche avec nous qui consiste à prendre des extraits de vidéos, des photos, etc., issus d'un collectif d'artistes qui étaient en lien avec la question des métiers. Et derrière, donc, on a rassemblé des collaborateurs à Vinci donc pour co-créer avec eux. Donc là aussi, je te rejoins sur l'importance d'associer différentes parties prenantes sur un sujet pour les faire aussi évoluer, pour les aider à la prise de conscience et aussi avoir leur retour, parce qu'en fait, on a tous une sensibilité, on a tous des idées sur ce qui va nous attendre quand même demain. Et derrière, dans ce travail-là, on a réussi à se projeter, à se dire, en fait, demain, donc là, il y a 3 illustrations. Il y a un scénario où on s'est dit, demain, on va être recruté par une IA. Donc demain, quand je vais aller postuler chez Vinci, je vais me retrouver devant un écran, je vais répondre à des questions, je vais avoir un entretien avec une IA qui va pouvoir me dire si je suis intégrée ou pas chez Vinci. Deuxième scénario, c'était une femme qui était proche de la retraite, même si la retraite n'existait plus dans notre scénario. Mais cette femme-là, en fait, elle mettait le matin son exosquelette. Il y avait un planning qui défilait en disant « Tu vas commencer ta matinée par cultiver ton champ. Ensuite, tu vas aller manager ton équipe pendant 1 heure. Et puis ensuite, tu iras dans ton entreprise, dans ton usine pour faire telle et telle tâche. » Donc là, on était vraiment dans une révolution en se disant « Demain, on aura 36 000 fonctions. On n'aura pas juste une mission à faire quotidiennement. » Donc ça, c'était par exemple un autre type de scénario. Et le troisième scénario qu'on avait, où on a repensé encore une fois le monde du travail de demain, celui-ci, c'était un réfugié climatique qui se pointait chez Vinci en disant « Est-ce que vous pouvez m'aider, m'accompagner ?» Et derrière, de voir comment une entreprise a une mission sociale de pouvoir accompagner ces personnes qui vont arriver, qui sont dans la difficulté parce qu'ils subissent le changement climatique et ils fuient leur pays pour telle et telle raison. Donc voilà, c'est comment en fait les imaginaires nous ont permis vraiment de créer et de se dire demain, la façon dont on fonctionne, ça n'aura rien à voir aujourd'hui. Allons explorer ces choses-là. Très bien. Et pour enchaîner sur l'évolution de la prospective, donc là on voit que
que ça sert en effet à la création, à la construction de l'avenir. On se permet d'ouvrir les imaginaires. Qu'est-ce qui est pour l'ordre de l'anticipation? Comment la prospective classique a évolué dans un monde qui est de plus en plus complexe, incertain? Comment on s'approprie ces outils-là de l'ordre un peu plus sensible et créatif pour anticiper les changements de demain? Alors là, je vais m'appuyer sur un deuxième exemple qu'on est en train de vivre aujourd'hui, enfin nous en tout cas dans mon entreprise, dans la démarche prospective que je suis en train de mener, sur la question de la mobilité désirable en 2050. Autant dire que quand mon sponsor est venu vers moi en me disant tu vas me faire une étude prospective sur la question de la désirabilité de la mobilité, en 2050, bon, j'étais un petit peu pas très à l'aise avec le sujet. Et donc, mais ce qui est hyper intéressant, et c'est d'où aussi l'importance des exercices prospectifs que l'on peut faire, c'est de pouvoir anticiper dès à présent l'évolution de nos services, de nos activités de demain. Et donc là, typiquement, pour essayer d'anticiper la mobilité de demain, qui va être très contrainte, eh bien, nous, on s'appuie encore une nouvelle fois beaucoup sur ces techniques de design qui vont nous permettre d'anticiper les évolutions. Donc là, typiquement, dans cette démarche-là, on s'appuie sur un collectif d'experts externes à l'entreprise parce qu'on a envie de croiser les regards et d'avoir vraiment une vision systémique des sujets. Donc on associe des géographes, des sociologues aussi qui vont nous apporter un regard sur la mobilité en 2050 et derrière d'aller creuser leur perception de la désirabilité. Et donc, de ces scénarios prospectifs qu'on va faire, on va aussi s'appuyer encore une fois, sur le milieu artistique pour cette fois avoir des artefacts, des représentations vraiment de l'objet de mobilité, des lieux, des expériences. Et derrière, ça va nous permettre de travailler en interne, mais aussi avec ce collectif d'experts que l'on aura créé, à la mise en place de projets qui permettront de répondre aux enjeux de mobilité de demain, qui va être décarboné, qui devrait être accessible à tous et qui devrait permettre d'être libre dans son choix de transport. De votre côté, est-ce que vous avez des remarques à faire sur l'axe du coup d'observation et critique qui va aider à servir une stratégie? Je voulais peut-être rebondir sur ce que tu as mentionné par rapport à la projection et le côté positif finalement des tableaux que tu as décrits. Je pense que c'est un élément essentiel. Vous avez apparemment parlé ce matin de ce pessimisme dans la transition écologique et tu parlais tout à l'heure de dystopie ou de collapsologie ou plein de mots en i qui font super peur. Et effectivement, je pense qu'il n'y a pas la phrase n'est pas de moi, mais il n'y a pas de courage triste. Donc, à un moment donné, si on veut mobiliser, il faut quand même arriver à rendre cette transition écologique désirable. Sans se mentir, ça implique des changements fondamentaux, mais on est de l'ordre du changement. On n'est pas dans l'ordre de forcément de l'austérité, du retour au Moyen-Âge ou autre. Donc, je pense que c'est hyper important dans ces exercices de prospective finalement pour mobiliser pour la transition écologique, parce que cette neutralité carbone, on n'a pas le choix. Si on l'atteint pas ou si on ne s'en approche pas, on va vivre dans un monde invivable. Donc il faut l'objectif, il est acquis pour tout le monde. Après, comment on y arrive et comment on le rend acceptable, c'est ça l'enjeu. Et donc l'enjeu de la prospective permet justement de se projeter, mais il faut dépasser. Bon, bien évidemment, il faut dépasser le déni, hein, mais il faut quand même avoir en tête qu'il y a encore 20% de climato-sceptiques en France aujourd'hui. Hein. Donc, il y a quand même du boulot à faire pour que tout le monde dépasse cette phase de déni. Mais après, beaucoup restent dans la colère. On le voit hein, avec l'écoactivisme très fort qui existe aujourd'hui. D'autres sont un peu dans la phase bargaining, de marchandage. Oui, mais pourquoi je le ferais? De toute façon, si les Chinois le font pas, on n'y arrivera pas. Donc, puis c'est pas ma priorité numéro 1, etc. Après, d'autres sont dans la phase de colère et enfin d'autres sont dans la phase de dépression. Hein. Donc c'est un peu l'éco-anxiété qui touche beaucoup les jeunes aujourd'hui. Et donc en fait ça c'est la courbe du deuil. Hein. C'est la courbe qu'on a tous connue dans nos déboires amoureux. Et c'est enfin à la fin que une fois qu'on a franchi ces différentes étapes, qu'on arrive à de nouveau passer à l'action et de nouveau rencontrer quelqu'un, si je file la métaphore amoureuse. Mais voilà, il faut vraiment traverser cette courbe de Kübler-Ross pour arriver à l'action pour la transition écologique et la réaliser. Donc je pense que c'est vraiment important quand on se projette d'avoir ça en tête pour mobiliser et avancer.
Là, c'est là-dessus que s'intéresse le dernier axe, qui est de l'ordre de la projection par les artefacts du design fiction qui aident, en se projetant, à se rendre compte de ce que ça donne. Donc ça montre beaucoup de bienfaits, en effet, pour la mise en action. C'est aussi pour ça qu'on t'a fait venir Marie-Noéline. Tu pourras peut-être nous dire quelques mots sur le BAFAM. Et du coup, tu le présentes comme une approche situationniste pour mettre en action. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que le BAFAM? Et du coup, quelles sont les limites des projections qu'on utilise aujourd'hui, à savoir le récit ou les artefacts? Pourquoi aller plus loin que ça encore? Ok, je peux juste rebondir un petit peu sur le truc d'avant. Pardon. Moi, parce qu'on en a discuté un peu en préparant la table ronde, et il y a une notion en effet qui est compliquée, c'est ce rapport de prophétie autoréalisatrice. Et des fois, quand on présente certains imaginaires, on va avoir tendance à aller les réaliser. Et c'est ce que la science-fiction a fait plutôt bien. Minority Report, il a inventé une partie du futur. Donc l'imaginaire techno a été extrêmement vachement utilisé, la prophétie autoréalisatrice. Et là, sur ce rapport un peu à une forme de dystopie, de renoncement, donc, moi je rebondis beaucoup là sur cette annonce il faut se préparer à une France à plus 4 degrés et du coup serrer vachement les vis, etc. Et puis c'est vrai aussi dans tous les cercles d'éco-anxiété. Il y a un endroit où il faut peut-être commencer aussi à mettre d'autres prophéties en place que cette prophétie-là, parce que sinon elle va finir par se réaliser et nous on va être dans une posture d'hyper-adaptation, de renoncement extrême, et qui se fait aujourd'hui quand même beaucoup, en tout cas je parle pour moi, par des affects assez tristes, où du coup en face on nous présente pas grand-chose d'autre de joyeux. Il y a une question de pulsion de vie là-dedans qu'il faut aller remobiliser. Et ça, je pense qu'on peut aussi faire de la prophétie autoréalisatrice par la pulsion de vie, par quelque chose, un moment où on se dit, en effet, chaque micro-degré, c'est quelque chose de gagné, même en dehors de la bataille, dans tous les cas, il y a autre chose à réinventer. Et évidemment, il y a un renoncement, il y a des choses dont il va falloir se défaire, mais il y a aussi tout un tas de choses potentiellement extrêmement joyeuses à renoncer, et c'est peut-être une histoire de croyance, et c'est là où, du coup, j'enchaîne peut-être sur ce BAFAM. Donc moi, je prends mes rêves pour des réalités, c'est mon truc dans la vie. Et on me l'a longtemps, j'ai jamais compris si c'était bien ou pas bien, mais en tout cas on me l'a souvent dit. Et puis je me suis dit, en fait, l'adulte que je suis se dit, peut-être qu'il est temps de s'occuper des rêves que j'ai et de les faire advenir, et qu'il y a peut-être un truc à faire avec ça. Et donc sur ce sujet de la crise écologique, du sujet de l'écologie et qui pour moi est beaucoup une crise de la relation et de la sensibilité, en tout cas je la prends beaucoup par cet angle-là. Je me suis longtemps posé la question du coup de qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'il y a à faire, parce qu'en fait il y a aussi potentiellement une autre époque qui est en train d'arriver et qui va nécessiter de mobiliser beaucoup plus de vivre ensemble, beaucoup plus de liens sociaux, parce que quand on regarde les études qui sont en train de sortir, on voit quand même que c'est par le collectif, c'est par l'entraide, c'est par le lien, par la solidarité qu'on va pouvoir mettre des choses en place, et que s'il s'agit de se réfugier chacun chez soi, ça va être un peu compliqué. Donc voilà, vu que je travaille beaucoup à la frontière entre la fiction et la réalité, et comment est-ce que la fiction peut faire advenir des bouts de réel, on a commencé à imaginer, on s'est dit qu'est-ce qu'il faudrait, et si l'avenir commençait à réclamer un peu que nous, sapiens, on passe un nouveau brevet pour développer de nouvelles aptitudes, parce qu'en réalité, les personnes les plus importantes à déplacer, ceux qui ont le plus de compétences à acquérir, c'est nous. Et c'est pas juste une question de savoir, c'est aussi une question de savoir-faire, de savoir-être, et de mode de vie, et donc d'imaginaire de vivre ensemble à aller déplacer. Donc, on a posé dans la société que l'avenir réclamait un BAFAM, qui est donc un brevet d'aptitude favorisant l'habitabilité du monde, qui va être obligatoire dans un avenir proche pour tout sapiens de 8 à 88 ans, et qui va se passer en 3 étapes. La première étape, c'est une immersion en famille, et je développerai le concept de famille si vous voulez, parce que je pense qu'il est large, mais en tout cas en intergénérationnel, dans un monde habitable, pendant 6 jours, en immersion totale, 24 heures sur 24. Et pendant cette immersion, on va délivrer certaines compétences à nous, sapiens, qui venons passer ce BAFAM. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, une fois que vous avez passé ça, elle consiste à revenir dans votre réalité et à faire exister autour de vous des micro-pratiques, des petites choses qui incarnent ce monde en BAFAM, et de le développer un peu autour de vous, avec vos voisins, ça peut être une fête, etc. Et là, dans une logique, parce que moi j'aime bien les hackers et le monde des communs, c'est mon ADN, dans cette logique-là, développer une plateforme, un espace de discussion et de partage de pratiques, où on va pouvoir mettre ça en commun et s'inspirer des choses qui se font à droite à gauche pour pouvoir... et puis aussi être fier un peu, parce que c'est important d'être fier de ce qu'on fait dans la vie, et puis de faire des trucs un peu joyeux et waouh.
de le montrer aux autres et de se mettre un peu en lien là-dessus. Et la troisième étape est une étape de spécialisation, voire de formateur de BAFAM, pour que ce BAFAM puisse se déployer dans des écoles, dans des collèges, dans d'autres villes, etc. Donc voilà, on est en train d'implanter ça avec quelque chose qui part au départ d'une fiction, mais qui va aller conquérir le réel au fur et à mesure. Donc on est en train de mettre en place la première édition, elle va avoir lieu à l'École des Vivants, qui est l'école d'un écrivain qui s'appelle Alain Damasio, qui a ouvert un lieu qui est au-dessus de Sisteron, qui est un lieu certes magnifique, donc on va le faire dans cet endroit-là. Mais on va aussi le faire en ville. On est en train de travailler avec la métropole de Lille pour pouvoir regarder ce que ça veut dire qu'habiter la ville demain et comment est-ce que ça peut exister dans cet espace-là. Voilà. Donc ça, c'est le principe un peu du BAFAM et qui se base sur un angle extrêmement fort sur le quotidien. Moi, je design un monde pour des micro-pratiques quotidiennes parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent à cet endroit-là et que c'est là où on peut commencer à y croire. Parce que si je commence à vivre quelque chose dans mon quotidien qui est différent, eh ben là, je peux faire advenir il y a une forme de vérité qui peut émaner un peu de ça. Donc c'est plutôt pragmatique comme approche, mais voilà, c'est un peu le principe du BAFAM. Super. Donc pour accompagner la formation, la mise en situation, en fait, donc aller plus loin que les artefacts. Est-ce que vous trouvez ça pertinent? En effet, vous qui avez eu des expériences aussi avec la mise en récit ou la conception, l'incarnation d'un récit dans un objet, est-ce que vous voulez vous exprimer là-dessus pour servir la formation, par exemple? Les artefacts. Sur les artefacts, toujours sur les artefacts. Bah non, mais j'adhère complètement en fait à cette nécessité d'avoir des représentations à travers ces artefacts artistiques qui nous permettent vraiment de comprendre, de mieux se représenter les différentes possibilités du futur et derrière de définir un peu sa propre trajectoire et de se faire évoluer. Donc c'est vraiment, je pense, nous en tout cas, une étape nécessaire pour nous d'avoir ces représentations artistiques à travers ces artefacts. Et vous arrivez à les au sein de Vinci, à les répondre au sein de l'entreprise facilement en fait. Alors, est-ce qu'ils sont faits? Est-ce que c'est des œuvres d'art faites pour être exposées dans un musée avec quelques visiteurs, ou est-ce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus fort pour répondre plus grand nombre? Non, ouais, on essaie de les faire vivre nous. Donc on a la chance. Donc Léonard, c'est aussi un lieu qui est dans le 12e arrondissement. Donc c'est aussi un lieu de passage où on croise donc aussi bien des personnes externes, mais aussi et surtout des collaborateurs Vinci qui viennent du coup et qui sont toujours qui voient en tout cas ces artefacts et ces représentations du futur qu'on peut faire, et derrière qui vont jouer avec, qui vont parfois aussi essayer de faire évoluer cette matière en fonction de leurs commentaires, etc. Donc en fait l'idée c'est qu'ils puissent s'emparer aussi de ces objets-là pour comprendre pour mieux s'approprier ces évolutions. Donc ça c'est un point vraiment important, c'est vraiment des artefacts qui sont un peu évolutifs, où on va aussi les interroger, on va leur demander leur retour pour faire évoluer ces représentations. Sur ce rapport à l'artefact, c'était tout le truc de l'immersion, c'est de se dire, si on débarque dans un monde qui est déjà habitable, il n'y a pas juste à le faire comprendre, ce monde habitable, parce que du coup, il s'agit de le vivre, et ce monde habitable, il vit à travers une façon de s'habiller, une façon de se dire bonjour, une façon de célébrer les naissances, une façon de célébrer les enterrements, dans certaines façons de se nourrir, dans des chansons qu'on se chante autour du feu, et il peut vivre du coup à différents endroits et chacun peut le prendre du coup aussi avec qui il est et c'est un peu ses singularités. Et du coup c'est des artefacts dont en effet il s'agit de s'emparer pour les vivre, pas juste pour les regarder, les observer un peu de loin pour en faire l'expérience. Ouais, j'ai envie de rebondir là-dessus effectivement parce que moi j'aime bien cette idée de BAFAM que j'ai découvert en préparant la table ronde avec vous, parce que finalement c'est très opérationnel, c'est très concret et surtout on rentre à la maison après les 6 jours, parce que je pense que c'est super important de surtout pas cantonner, cloisonner la transition écologique à un mode de vie complètement isolé et en rupture avec le mode de vie actuel. Il faut que ça soit un cap collectif de changement. C'est pour ça qu'on parle de transition écologique mais par contre, comme c'est systémique, il faut que collectivement on définisse ensemble ce monde dans lequel on a envie d'être en 2050, qui sera neutre en carbone, et comment du coup on y arrive. Et je pense que c'est aussi hyper important de se fixer. Une fois qu'on a cet imaginaire à long terme, même si 2050, on commence à s'en rapprocher de plus en plus, mais
ça peut apparaître comme une montagne infranchissable. Et du coup, c'est hyper décourageant. Et je pense que c'est super important, une fois qu'on a ce cap, de revenir à des objectifs à moyen terme et des objectifs à court terme. Et parce que là où on est super fort, c'est de se fixer des objectifs. Et quand c'était par exemple les objectifs à 2020, je ne sais pas si vous vous rappelez, et puis en 2019, on est hyper loin des objectifs, mais c'est pas grave, on s'en fixe des encore plus ambitieux, et puis on repart pour un tour sans avoir finalement changé les choses en profondeur. Alors que finalement, se fixer un cap et puis ensuite déterminer des objectifs à moyen terme et à court terme, mais on se rend compte que la montagne, en faisant ça, elle s'aplanit et on arrive finalement à des objectifs qui sont à plus court terme, mais beaucoup plus atteignables. Et c'est comme ça qu'on arrive finalement à avancer pas à pas, mais avec un cap clairement défini et à réussir la transition écologique. C'est cette notion-là qui est en train de sortir de protopie. Tu vois, il y a un peu ça là-dedans. Enfin, qui n'est pas en train de sortir, elle est ancienne, mais donc c'est entre l'utopie et la dystopie. C'est un des fondateurs de Wired, je ne sais plus, je crois que c'est Kelly, qui a inventé ce terme de protopie. Au départ, en disant en gros, ça va être plein de petites avancées technologiques. Alors lui, il l'axe beaucoup par la technologie. Et à un moment, on va regarder derrière nous et on va voir que tout ça s'est constitué au fur et à mesure et qu'il y a 1000 possibilités. Et du coup, ça n'est pas la vision un peu idéale de l'utopie ou terrible de la dystopie. Et il y a tout un mouvement de prospectivisme qui reprend ce rapport à la protopie, mais en effet pour plus en fait des réalités alternatives, sans forcément que ce soit technocentré, parce qu'ils ont un peu attaqué ce sujet de c'est pas que de la techno en fait. Le futur ne peut pas s'inventer que par la technologie. La technologie doit servir quelque chose qui est plus de l'ordre du lien et du sociétal. Et du coup, il réutilise, c'est Monica Bitz, je ne sais plus comment elle s'appelle. Attendez, je vais vous dire, je l'avais noté. Je trouve que c'est intéressant. Bon, non, je ne sais pas. Et Monica Bitzler ou quelque chose comme ça. Et elle fixe ce rapport à la protopie que je trouve hyper juste dans le côté. C'est plein de petites avancées, mais qui se passent dans nos vies quotidiennes et qui se passent beaucoup par le lien, le culturel et pas que le technologique. On est en train de déborder, hein, désolé, mais non. Non, mais juste pour rebondir aussi sur, je pense qu'il faut, sur ce techno-solutionnisme et puis technologie, je pense qu'il faut surtout pas opposer technologie et changement de comportement. Et il faut pas croire que même dans typiquement le scénario 4 de l'ADEME, où c'est uniquement les progrès technologiques et notamment la séquestration de CO2 et le captage de CO2 dans l'air, parce que dans le scénario 4, il en faut absolument, parce qu'il n'y a plus de sobriété. Dans le scénario 3, c'est un peu plus équilibré. Mais voilà, il faut surtout pas croire que parce qu'il y a les technologies, notre monde change pas. Notre comportement ne change pas. Ces technologies, elles vont bouleverser notre mode de vie. Tu parlais, tes exemples sur l'intelligence artificielle qui nous fait passer des entretiens est assez évocateur de ça. Et donc, il faut surtout pas isoler mode de vie d'un côté et technologie de l'autre. Les deux sont intimement liés. Et d'ailleurs, c'est le fameux effet rebond aussi, hein, où on montre que, par exemple, quand on augmente l'efficacité énergétique, c'est pas pour ça que la demande en énergie baisse. Parce que même si les rendements sont meilleurs, on a tendance à plus en consommer, donc plus en produire. Et au final, en valeur absolue, on en consomme plus. Donc, pour éviter les effets rebonds, pour éviter, il faut effectivement qu'il y ait attaquer conjointement comportement et technologie et co-construire finalement ce monde où il y aura les deux, et changement de comportement et nouvelles technologies. Donc parce qu'on doit sortir de cet optimisme technologique qui nous a fait aller dans des imaginaires un peu trop technocentrés pour imaginer de nouveaux futurs et faire preuve d'optimisme par rapport à ça, parce que sinon on n'avance pas, on n'a pas envie d'avancer, mais en même temps on doit réinventer la place de la technologie dans ces imaginaires. Oui, complètement, parce qu'en fait on a un peu idolâtré, on s'est dit que la technologie allait répondre à tous les enjeux, et finalement on se réalise que j'adhère complètement à ton propos en disant que sobriété et technologie sont en fait indissociables, et que nous aussi on va devoir faire évoluer nos comportements. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que je trouve qu'il y a un retour aussi du slow qui est là, ou du low-tech qui est aussi tout aussi important et qui prend aussi de plus en plus de place. Et donc justement, à travers ces imaginaires, ces projections, c'est de trouver cet équilibre entre les technologies qui vont être vraiment inévitables pour faire évoluer notre monde et répondre aux enjeux de décarbonation, mais aussi en même temps ce mouvement du slow où on a envie de se retrouver, de retrouver notre sens propre, quoi. C'est la technologie. Je suis d'accord sur la techno. Moi, je suis pas anti-techno. Je dis que c'est pas à mettre forcément en premier.
et il faut aussi regarder que la technologie, elle est politique, et en effet, elle va, pour qui on la conçoit, et qui la conçoit aussi. Donc en termes d'injustice épistémique, c'est aussi intéressant d'aller regarder comment est-ce qu'on peut concevoir une techno pour demain, qui soit conçue aussi de manière plus réelle. Je ne parle même pas de diversité, je parle de réalité, c'est-à-dire pas une technologie de blancs occidentaux qui la conçoivent pour l'ensemble du monde. Et il faut faire très attention à ça, parce que notre technologie, elle est politique, et dans le monde qui va advenir, il va falloir prendre en compte une globalité qui est à la fois une globalité humaine et beaucoup plus variée, et puis c'est aussi une globalité du vivant en général, et du coup il faut aussi faire rentrer ça un peu dans les critères et les principes de design de la façon dont on va concevoir tout ça. Je me permets ou pas, parce que là la discussion est lancée, mais effectivement on est assez en phase. Moi j'avais envie de rebondir sur deux choses. Tu as parlé de low-tech. Je pense qu'il là aussi, il ne faut surtout pas opposer technologie et low-tech. Dans low-tech, il y a tech. Donc clairement, c'est de la science, c'est de l'ingénierie, mais avec une vision davantage basée sur la réutilisation, la réparation, le recyclage. Voilà, c'est un autre prisme, une autre ambition où on prend en compte les ressources, beaucoup plus qu'on ne les prend aujourd'hui en compte. Voilà, mais c'est de l'innovation. Et dans low-tech, c'est quelque chose d'innovant aussi. C'est pas juste réparer son grille-pain au lieu d'en acheter un nouveau, quoi. Ça va bien plus loin que ça pour changer vraiment le paradigme. Et l'autre chose, c'est que tu as mentionné aussi l'aspect social, qui est super important. Notre ministère s'appelait avant le ministère de la transition écologique et solidaire. Et je pense que c'est super important de garder ça en tête, parce que la transition écologique ne se fera que s'il y a une équité et que on cesse de fustiger ou de stigmatiser ceux qui prennent leur voiture thermique pour aller bosser parce qu'ils n'ont pas d'autre alternative et qui peuvent pas s'acheter non plus une voiture électrique, etc. Enfin, et eux en général ils sont plus proches des 2 tonnes que ceux qui roulent en SUV ou dans des tanks électriques qui résolvent absolument pas le problème ou qui le déportent sur les ressources. Donc il faut vraiment avoir une approche vraiment de surtout pas moraliser qui que ce soit, ni démoraliser qui que ce soit. Il faut vraiment pouvoir agir et offrir des solutions pour agir dans le sens de la transition écologique. Et ça, c'est valable pour la France, mais c'est aussi valable pour le monde. C'est-à-dire que si la France atteint ou se rapproche de la neutralité carbone, mais qu'on ait un bel îlot décarboné au milieu d'un océan de carbone, on va pas non plus résoudre le problème. Donc il y a tout cet enjeu de transfert aux pays en développement pour un peu réussir ce qui a été fait par exemple pour les télécoms, où beaucoup ont sauté le cap, l'étape de la téléphonie fixe pour passer à la téléphonie mobile. Bon, faut arriver à faire ce genre de choses pour sauter le cap énergie fossile et basculer différemment tout de suite à une production décarbonée et sobre en fonction des usages. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de rebondir là-dessus ? On a eu tout ce débat sur la technologie et les limites qu'elle peut apporter, qui d'ailleurs dans les origines du design fiction, il y avait beaucoup d'acteurs qui utilisaient cet outil justement pour montrer les limites de ces technologies. Il y a cette idée d'explorer des futurs optimismes, mais il y a quand même une réalité actuelle. Tout à l'heure, tu as parlé de déni par rapport à l'anxiété climatique. Donc, il y a vendre du rêve, oui, mais comment on acculture et on fait sortir de sa notion de déni en se rendant compte des réels enjeux qu'il y aura pour nos villes et sociétés demain, je pense en termes de climat. Donc, quelle place il faut qu'on laisse aussi à oser, briser les tabous, aller dans ces univers noirs pour se rendre compte que ce n'est pas souhaitable et là, réimaginer de nouveaux futurs, les faire rêver et développer un plan stratégique pour les atteindre. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est en cours de route ce brisage de tabou en fait? Oui, alors c'est ça qui je trouve qui est hyper intéressant. Je trouve qu'on est un peu, en tout cas de mon point de vue, un peu un point de bascule. Donc on parlait beaucoup de dystopie, mais finalement peut-être que sans parler de dystopique, mais juste accepter en fait que ça va être compliqué. C'est pas un monde dystopique, c'est juste la réalité. Moi, par exemple, donc aujourd'hui, et je trouve que c'est intéressant, c'est depuis 1 ou 2 ans où en fait, dans les réflexions prospectives que je peux mener,
il y a une peur de se dire, on va pas mettre dans un scénario prospectif que en 2050, il y a les routes qui fondent. Et en fait, il y a plusieurs experts qui me disent, mais si, ça va être le cas en fait. Donc, quand on travaille sur la mobilité désirable 2050, peut-être faut se poser la question de se dire, est-ce qu'on aura encore des infrastructures, des routes qui permettront de rouler parce qu'elles seront toutes en train de fondre tellement qu'il fera chaud. Donc, il y a toujours en fait cette notion d'équilibre, de se dire, comment je peux dresser des scénarios qui vont être certainement noirs parce qu'on va être dans un monde assez contraint quand même, mais en même temps ne pas renforcer cette pression écologique que l'on peut avoir. Et voilà, donc c'est toujours une position qui est assez difficile, mais j'ai l'impression et pour l'avoir discuté avec d'autres acteurs qui sont en fait confrontés à la même thématique, à la même problématique, de se dire en fait dans nos scénarios on voudrait être un peu plus noir, mais on n'ose pas l'être parce qu'on n'a pas envie d'être anxiogène dans ce qu'on va communiquer. Donc je trouve qu'on a un petit peu un point de bascule en disant est-ce qu'on ose ou pas, mais du coup s'afficher en public et se dire attendez, en 2050 ça va être tendu quand même, et donc on n'a pas envie de rajouter une couche, mais en même temps est-ce qu'il ne faudrait pas l'être pour commencer à faire accepter les choses et accélérer la transition. Pas de réponse, je pense qu'il faudrait quand même y aller, mais voilà, il y a encore la peur d'afficher clairement ce discours un peu noir. Ouais, je pense qu'il faut surtout qu'elles soient tournées vers l'action. Parce que, par exemple, si on regarde des choses comme genre Don't Look Up, qui sont super bien faites, etc., mais le dérèglement climatique, c'est pas un météorite qui nous tombe sur la figure et à part envoyer Bruce Willis, on va pas s'en sortir. C'est un truc qu'on a créé nous et que du coup, qu'on est en train de créer et qu'on peut changer par des comportements, par des innovations technologiques, par un progrès, par un changement de paradigme collectif. Mais donc du coup, je pense que c'est hyper important de faire prendre conscience avec des futurs noirs ou des dystopies, mais qui deviennent, comme tu l'as dit très justement, des réalités, des projections de plus en plus réalistes malheureusement, mais surtout de passer à l'action en montrant que les choses sont encore possibles, même si l'atteinte de la neutralité carbone zéro, ça va être compliqué, mais si on s'en approche, ça sera déjà pas mal, et que les leviers sont vraiment entre nos mains, mais à condition de voir cet effort collectif dans la même direction, et pas une approche par silo ou clivante, quoi. Moi, ce que ça m'évoque un peu toujours, de plus en plus, c'est, je ne sais pas si c'est une question de dystopie, en fait, c'est juste la fin de quelque chose. Il y a la fin d'un monde qui est là, c'est pas la fin du monde, c'est pas la fin de nous, mais c'est la fin d'un mode de société, c'est la fin de tout un système de croyances où on pensait qu'en effet les choses étaient plutôt infinies, un rapport à notre posture, à notre domination. Enfin, je pense c'est intéressant d'aller décortiquer aussi tout ça. Et la fin, c'est toujours compliqué, hein, c'est une angoisse existentielle, on doit tous dealer avec ça à l'échelle de nos vies, et puis du coup, là, en tant que société, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Et donc, peut-être aller se poser aussi la question il y a des ruines, d'accord, c'est les ruines de quelque chose, c'est pas la collapso, c'est pas l'effondrement total, la catastrophe, mais il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer, d'un modèle qui était là avant, et qu'est-ce qu'on décide de construire avec les autres, au risque des autres. Sur ces ruines-là, il y a plein de chercheurs qui sont en train de s'interroger là-dessus et qui le font magnifiquement, des philosophes. Vous pouvez aller voir la phrase vient de Stenger sur au risque des autres, etc. Il y a tout un tas d'imaginaires à aller redéclencher là-dessus. Et je reviens sur le principe de la pulsion de vie et de peut-être des choses dont on a vraiment envie. Et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Mais il y a une fin. Le truc, c'est que des fois, j'ai l'impression qu'on attend le après. Une fois que ça y est, ça sera arrivé, qu'est-ce qui va se passer? Alors que non, on se prépare dès maintenant, on est déjà plus ou moins dedans, on avance en débroussaillant, et du coup, de mettre en action dès aujourd'hui. Et en effet, explorer ces futurs le permet. Pour se demander est-ce qu'il faut aller sur du pessimisme ou de l'optimisme, moi je trouve que dans la démarche design fiction, on invite à explorer une pluralité de futurs, parce que plus on en a des variés devant les yeux, plus c'est facile de dire « Ah, j'aime bien celui-ci parce que, celui-là me fait peur parce que », et du coup trouver de l'inspiration pour dessiner une sorte de périmètre pas très très précis, qui reste flou, mais qui permet aussi de s'aligner collectivement sur ce qui est souhaitable. Parce que qui va choisir qu'est-ce qui est optimiste ou pessimiste et l'incarner dans un objet et le transmettre au grand nombre? Pour le définir, il faut qu'on le fasse ensemble. Avant qu'on pose des questions publiques, est-ce que vous voulez rebondir par rapport à ça ou dire un dernier mot par rapport à la table ronde?
Ok, donc on va passer aux questions du public. On va avoir 15 petites minutes. Oui. Bonjour, merci pour ces échanges, c'était vraiment enrichissant. On parle souvent beaucoup de société, on parle des entreprises, on parle vraiment, ces futurs qu'on pense tous ensemble. Quid du niveau politique? Je parle avec un grand P, en termes de futur, etc. Parce que moi aujourd'hui, ça me pose beaucoup de questions. Vous parliez d'éco-anxiété. Moi, j'avoue, je navigue entre la colère et la tristesse profonde. Mais de me dire aussi, c'est quoi notre futur de vivre ensemble, local, international. Enfin, comment vous envisagez? Qu'est-ce que ça vous pense quand vous travaillez sur toutes ces questions du futur? Plusieurs à répondre. Alors, l'ADEME ne fait pas de politique, donc, mais sur le poids des politiques, effectivement, il est fondamental. Mais j'ai envie de dire que les changements auront lieu que quand les aspirations de tous rencontreront une vision politique. Et on voit finalement des changements qui ont eu lieu dans un passé pas si récent. Je montre souvent ça à mes étudiants quand on parle de changement de comportement. Je leur montre le fait qu'il a fallu attendre les années 60, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, pour que les femmes mariées puissent ouvrir un compte en banque et sans l'autorisation de leur mari et accepter un emploi sans l'autorisation de leur mari. Alors moi, quand je suis devant des étudiants de 20 ans, ils hallucinent quand je leur dis ça, mais effectivement. Et après, on a des changements de comportement qui sont encore plus récents. Je vous rappelle qu'il y a 20 ans, on pouvait fumer dans les avions. Voilà, bon, tout ça, on a un peu... Et il y a même 15 ans, on pouvait fumer dans les bars et ça avait fait un tollé à l'époque. Et donc finalement, tout ça, c'est un peu rentré dans les mœurs. Et puis même l'année dernière, il y a eu des couvre-feux. Enfin, il y a 2 ans maintenant, il y a des donc on peut passer à des choses vraiment radicales si on commence à prendre conscience de l'urgence des choses et avec des choses qui sont finalement portés à la fois par les politiques, mais parce qu'ils sentent aussi que les citoyens sont prêts et demandeurs. Et donc c'est vraiment une rencontre qui doit avoir lieu. Et c'est marrant parce que souvent je demande aussi aux étudiants, bon alors quel scénario vous aimez? Souvent ils votent pour le 2 ou le 3. Enfin, vous aimeriez voir. Et puis après, quel scénario vous pensez va arriver? Tout le monde dit c'est le 4. Mais comme si on n'avait pas la main sur les scénarios, comme si on votait pas, comme pour les politiques qu'on a, comme si on consommait pas, donc je pouvais pas choisir le type de produit qu'on achète ou pas, comme si on pouvait pas allonger la durée de vie de nos produits, etc. Enfin voilà, comme si on n'avait aucun levier d'action. Donc je pense que c'est important aussi les politiques sont hyper importants, mais je pense que voilà, faut bien avoir conscience que c'est un mouvement collectif partagé avec des solutions qui doivent être proposées, puis des changements de comportement qui doivent venir de nous. Juste pour dire que je suis complètement en ligne avec ce que tu dis, dans les exercices prospectifs qu'on a pu mener, on sent que les textes réglementaires, c'est fondamental pour accélérer la transition, pour répondre aux enjeux sociétaux et environnementaux. Mais quand on se projette un petit peu en disant à quoi pourrait ressembler notre système politique, en fait, on n'ose pas aller dans cette nébuleuse qui est encore plus nébuleuse qu'autre chose. Parce qu'on se dit de toute façon, il y a toujours cette vision court-termiste des politiques parce que il y a un mandat dans 5 ans. En fait, c'est ça leur priorité. Donc en fait, on n'ose pas trop aller là-dedans, mais on a bien conscience que les textes réglementaires, c'est fondamental pour accélérer la transition et que c'est la société avec un grand S va avoir un rôle majeur et qu'il y a beaucoup de choses qui va se passer au niveau de communautés qui existent déjà et qui vont s'amplifier, qui vont vraiment avoir un poids dans les décisions politiques et qui vont enclencher le mouvement des pouvoirs publics. Et ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est important. En fait, on est en plein dans le moment où on est en train de redéfinir individuellement et collectivement ce qui va compter pour nous. Et c'est là où on a la main. C'est dans les votes, mais c'est aussi dans la façon dont on va être exigeant dans les conversations, dans les contenus, dans ce qu'on va poser sur ce débat public. Il y a une refonte profonde qui est en train de se faire, qui est évidemment éminemment politique, et on est en train de décider de ce qui est important pour nous et de la place qu'on décide d'avoir là-dedans. Donc c'est plutôt excitant, presque. Ça fait longtemps.
Il faut montrer qu'on a le libre arbitre, parce que en effet, si nos imaginaires sont restés coincés technologie, scénario 4, si on n'a pas la main sur le futur, à quoi sert mon libre arbitre? Autant que si on est voué à la fin, autant que je reste tranquille dans mon coin. Et donc l'idée de dire, mais non, il y a plein de futurs possibles, je peux pas te le prédire, mais on peut les explorer ensemble, c'est aussi montrer que il y a du pouvoir là-dessus et créer de l'action individuelle, puis collective, puis plus générale là-dessus. Je pense que c'est parmi les messages à faire passer, de déconstruire cette idée d'un futur qui est linéaire et qui ne va pas changer jour au lendemain. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci pour ce débat, et c'est extrêmement intéressant. Après, effectivement, je rebondis sur la question notamment du politique, parce qu'effectivement, on peut se demander si globalement sur la planète, on n'est pas dans une direction de faire moins avec moins, et qu'on a quand même un autre problème qui est assez massif, et on peut se demander après, est-ce que d'avoir des gestes et des initiatives ne vont pas rester finalement à la marge, puisque le mouvement de fond, on le voit pour plein de choses qui se passent et qui vont se passer bientôt. On n'est pas forcément sur une direction vraiment décidée pour ne pas se retrouver au pied du mur, ce qui est déjà un peu le cas. C'était une première réflexion, parce que c'est une question, je la pose pas qu'ici, mais voilà, est-ce que réellement avec le système qu'on a actuellement, on va dire en Occident notamment, on peut espérer ne pas être complètement dans le mur quand on aura essayé de trouver des solutions. Et puis il y a une deuxième question par rapport, je trouvais ça très intéressant, sur les imaginaires et puis les symboles de réussite carbonés, en fait. Je trouve intéressant. Alors moi, là, tout de suite, j'en trouve pas vraiment, mais finalement, nous, on est nourris de scénarios, de littérature sur le futur. Et moi, quand je les convoque, j'en trouve pas vraiment des folles sur notre avenir. Et en fait, je trouve que c'est intéressant. Et justement, se questionner sur quel futur on se projette. C'est une question qui se pose aussi au niveau artistique, au niveau des créateurs. Parce que quand on se projette dans des futurs qui sont quand même pas souvent désirables, je trouve que c'est assez compliqué ensuite de pouvoir reconstruire derrière quelque chose qui est notre portée. Et pourquoi je dis ça aussi, on a quand même des personnalités qu'on connaît bien actuellement, qui ont une réelle portée au-delà des GAFA, mais financière, pour porter une certaine vision de la société. C'est quoi la technologie et c'est quoi ce qu'on peut apporter. Je passe à avoir tous des masques VR. Et on peut se demander, voilà, le fait qu'ils se soient nourris aussi de science-fiction et pas toujours dans le meilleur sens, en tout cas pour notre avenir du terme. Je trouve que c'est assez intéressant, parce qu'on cherche dans le présent des indices du futur, mais ils ont été un peu déjà parfois exploités par des personnes qui ont aussi qui peuvent être influenceurs quand même au niveau de la société, qui sont vraiment nourris de cette imagerie aussi, et puis cette vision du futur. Et parfois ils disent eux-mêmes qu'ils ont créé un peu le monstre. Donc c'est un petit peu surprenant. Voilà. On n'a pas trop parlé du côté science-fiction qui nourrit les imaginaires, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs du design fiction qui s'intéressent de cette banque générale, très intéressante d'innovation. Je ne sais pas si vous voulez vous parler de la science-fiction qui permet aussi d'innover. Dans la science-fiction, en effet, ça a été l'offre massive de dystopie, quoi. Il y a eu un truc comme ça pendant assez longtemps. Et aujourd'hui, il y a un gros mouvement de création qui est en train de se mettre en place, et ça fait déjà quelques années qu'il est lancé, sur comment est-ce qu'on crée des futurs désirables dans les fictions, et comment est-ce qu'on fait des fictions désirables. Et en fait, ça pose plein de questions. Donc c'est ce que je vous disais, il y a cette assemblée des imaginaires qui est censée produire des séries et des films pour TF1 ou des petits bouts. Donc il y a tout ça qui est lancé. Il y a Cyril Dion et compagnie qui ont monté des boîtes de prod là-dessus. Donc il y a vraiment une recherche de comment est-ce qu'on peut proposer de la science-fiction qui soit désirable. Il y a eu un vieux film il y a très longtemps qui s'appelle La Belle Verte de Colin Serrault qui proposait ça, qui est redevenu très à la mode. Mais en effet, il n'y en a pas des masses quand on fouille bien. Mais c'est pas si simple, parce que peut-être que ça casse tous nos arcs narratifs. Parce qu'aujourd'hui, on est pris dans des arcs narratifs où il y a un héros qui va apprendre, au départ, il sait pas, et puis il y a un gros problème, et il y a un ou une héros qui va sortir le truc et sauver tout le monde. C'est la figure du sauveur. Et en fait, si on remonte, ça remonte presque à l'Odyssée. Je veux dire, toutes nos
toute notre civilisation, ça s'est construit sur ces figures-là du héros et de ce que donc petit à petit émergent, et c'est en train d'arriver, des façons de raconter qui sont plus situées. Et on va faire, il n'y a plus un héros, mais il y en a plusieurs. Regardez dans les jeux, c'est intéressant, les jeux de board, il y a de plus en plus de jeux collaboratifs, plus que des jeux de compétition. Donc ça, c'est des façons qui commencent, enfin c'est des petits signes qui ne sont pas inintéressants à aller regarder. Et dans les fictions, on est en train de regarder ça aussi, et pour faire parler plusieurs héros, plus de collectifs, mais aussi plus de vivants, c'est-à-dire on va de plus en plus se mettre dans la peau de, alors c'est difficile, ça pose plein de questions, des oiseaux, des machins, etc. C'est ce que fait Vinciane Després. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui émergent, mais c'est long. Effectivement, je pense que la science-fiction et le rôle des artistes en général est crucial. On dit qu'il faut, depuis le début, qu'il faut changer de paradigme et donc partir d'une page blanche. Et on dit aussi qu'il faut la rendre désirable et donc faire quelque chose de joli sur cette page blanche. Donc ça, les artistes savent faire et savent faire. On a vraiment besoin d'eux pour dessiner cet avenir et le co-construire avec eux et le rendre réel. Donc je pense que les artistes en général et puis ceux qui font des science-fiction en particulier ont tout à fait leur place pour nous aider à construire ce cap et cette transition écologique désirable. Après, je pense aussi que des fois, on voit plein de scénarios possibles. On se dit ouais, bon bah alors du coup, je vais dans quel sens et si finalement c'est ce scénario-là qui a lieu, alors que moi j'ai été dans ce sens-là, bon bah ça aura servi à rien. Je pense que c'est super important de finalement une fois qu'on a fait tous ces scénarios, de déterminer les points communs, les grandes tendances de fond. Qui sont un peu des no regrets en bon français, des politiques sans regret. On y va parce que de toute façon on va le retrouver dans les scénarios. C'est pour ça que nous à l'ADEME on a vraiment voulu axer sur les innovations technologiques d'un côté et la sobriété de l'autre, parce que c'est vraiment, il y a des tendances lourdes là-dessus. Et quels que soient les scénarios de l'ADEME, vous retrouverez une baisse de la demande en énergie, soit par l'efficacité énergétique, soit par la sobriété, soit par les deux, mais ça vous l'aurez. Vous retrouverez le fait de préserver le vivant, nos puits carbone. Vous allez retrouver aussi une part croissante des énergies renouvelables et la fin des énergies fossiles. Voilà, tout ça c'est des choses dans lesquelles il faut aller, parce que quels que soient les scénarios, on va les retrouver. Donc ça peut quand même, je pense que c'est important de distinguer quand on se projette des tendances de fond pour trouver ces points communs. Puis la troisième chose que j'ai envie de dire, c'est que dans toutes ces science-fiction, etc., j'ai envie de rebondir sur le culte du héros. Effectivement, mais là on revient aux valeurs. On est dans ces valeurs où l'homo sapiens, comme tu disais tout à l'heure, surpuissant, dompte la nature, fait des tours de 800 mètres de haut en plein désert, fait une coupe du monde climatisée. Enfin bon bref, on peut effectivement, c'est ce culte-là. Et je pense qu'on a vraiment besoin d'humilité en fait, et de se dire que la nature c'est le boss. Et qu'il faut quand même en avoir conscience. La nature, ça fait 4,6 milliards d'années qu'elle sait capter le CO2. Donc après, nous, on peut avoir la prétention de penser que en 22 ans, on va réussir à faire pareil. Mais je pense qu'il nous faut une grande humilité par rapport à la nature et à ce qu'elle est capable de faire, et donc préserver ce vivant qui, lui, sait capter les émissions de CO2. Parce que je rappelle que la neutralité carbone, c'est capter autant d'émissions qu'on en émet. Donc il faut baisser nos émissions, mais il faut surtout aussi qu'on conserve notre capacité de captage des émissions qu'on aura réduites, mais pas amenées à zéro, bien évidemment, pour continuer à vivre et à se développer. J'aurais une observation concernant l'entreprise. Et je vois aujourd'hui que dans les entreprises, on a évidemment des services de prospective et qui proposent des récits, des scénarios. Et de l'autre côté, on voit émerger des laboratoires d'innovation très court terme, très justement avec ce héros, entrepreneur, sauveur, avec des idées pour proposer des réponses à des besoins clients qui sont très court terme, et ces scénarios prospectifs qui proposent des clients des situations très long terme. Mon observation, enfin, j'aimerais avoir votre avis sur comment réconcilier les deux, ces récits très court-termistes et ces récits un peu plus long-termistes dans l'entreprise, parce que là aujourd'hui, je vois c'est des fois des mariages un peu compliqués.
C'est une bonne question. Après, je pense que vraiment, ça dépend. Alors, je veux juste parler du cas, de la façon dont nous on conduit la prospective chez Vinci. Faut être clair aussi là-dessus. Quand nous demandons de faire de la prospective, c'est derrière pour faire évoluer les marchés et derrière faire du business et anticiper, voilà, assurer une rentabilité du groupe. Faut être clair là-dessus. Donc nous, quand mon équipe, on fait des exercices de prospective, il faut qu'on arrive à trouver l'équilibre entre et ça, on a gagné en légitimité d'abord en ayant des prospectives sur la question de mobilité, le véhicule autonome, etc., qui ont porté ses fruits, qui ont permis de projeter le groupe en disant demain il y aura des véhicules autonomes, on n'est pas sur ce marché, comment on fait pour y aller. Donc là, typiquement, on était sur une vision plutôt à 10-15 ans. Et aujourd'hui, en fait, on a élargi notre panel de sujets que l'on va aller explorer. Vision très court-termiste en disant, parce qu'il faut, derrière qu'on fait une prospective, on travaille par exemple sur le nucléaire ou les satellites, c'est des technologies qui existent, c'est de la prospective à 5 ans, et on regarde comment on va faire transiter le groupe là-dessus. Et on a aussi dans notre portefeuille de sujets que l'on va explorer des sujets à plus long terme, comme je disais, la mobilité désirable à 2050 ou encore l'adaptation au changement climatique, qui là demande à ce qu'on se projette un peu plus loin sur le groupe et qui va peut-être engager des transformations en profondeur. C'est en fait, quand on est une entreprise, il faut aussi pas oublier qu'il faut qu'on se fasse vivre l'entreprise. Donc il faut trouver l'équilibre entre des sujets et en fait convaincre aussi la direction. Et donc ça, on a cette force on a cette chance en tout cas chez Léonard, c'est d'avoir un COMEX qui nous soutient et qui a confiance et qui a compris l'intérêt de la prospective. Donc il nous autorise à faire ce pas de côté sur une partie, d'alerter leur conscience. Ils ont compris que la prospective, ça allait être ça, qu'on allait pouvoir alerter leur conscience sur un certain nombre de sujets, mais qu'en même temps, il fallait aussi qu'on ait cette approche très court terme sur des sujets qui peuvent les impacter dès à présent. Voilà, un peu les deux. Et si je peux rebondir aussi, effectivement, parce que j'interviens pas mal dans les entreprises qui se posent ces questions, et je pense que tu as dit vraiment, quand tu parles du COMEX, c'est hyper important que effectivement la tête de l'entreprise ait compris que ça sert à rien d'être super successful en 2050 si on est dans un monde à 8 degrés, parce que même l'entreprise elle n'existera plus, quoi. Donc et effectivement ils commencent à comprendre ça, et je pense aussi que c'est important que ça doit irriguer, parce que encore une fois, toutes les décisions, c'est pas le responsable RSE dans son bureau qui va éditer un beau rapport d'activité RSE à la fin de l'année qui va résoudre le truc. Si l'entreprise veut vraiment s'y mettre, il faut que ça irrigue toutes les décisions qui vont être prises dans tous les services, que ce soit le service achat, que ce soit le service transport, logistique, que ce soit l'éco-conception, que ce soit enfin voilà, et c'est pas juste mettre du papier recyclé et isoler son building. On est bien d'accord avec ça. Je pense que vraiment ça doit irriguer tout le modèle économique. Après, il y a effectivement l'enjeu que vous soulignez, qui est c'est compliqué pour une entreprise de scier la branche sur laquelle elle est assise aujourd'hui pour préparer l'avenir. Donc c'est pour ça qu'on parle de transition. C'est pour ça aussi, en ce moment là, il y a un congrès international sur la finance, parce que c'est hyper important aussi de revoir le modèle économique. Je ne sais pas si vous connaissez le temps moyen de détention d'une action, c'est 6 secondes. Donc effectivement, comment vous voulez faire des choses de long terme et qui est pérenne dans le temps quand les gens revendent leur action au bout de 6 secondes. Donc effectivement, ça nécessite de remettre des indicateurs financiers à la hauteur des enjeux, de faire rentrer la dimension environnementale. Quand j'interviens auprès de mes étudiants en finance, je dis, alors, les finances vertes, il faut aller plus loin, hein. Faut changer de paradigme. C'est pas juste on coche la croix et puis c'est bon, on a sa conscience et son bonus. On essaye d'aller plus loin que ça. Donc il y a un vrai enjeu effectivement, mais on sent effectivement cet engouement à la fois au niveau des étudiants et à la fois au niveau des entreprises, tout simplement parce que tous ces scénarios collapsologiques montrent que sinon on va dans le mur. Donc là, il y a quand même cette prise de conscience qui est faite au niveau des entreprises. Après, effectivement, il faut leur laisser le temps à la fois d'avoir cette pérennité à court terme, moyen terme, et puis surtout changer les règles du jeu. Ouais, juste en rebond, ce que ça me fait penser, en fait, on a accompagné un atelier. Alors, ce matin, j'étais encore à un atelier sur l'adaptation au changement climatique. La conclusion, c'était de se dire qu'il faut qu'on réinvente nos modèles d'affaires. Mais en effet, ça va prendre un peu de temps pour réinventer tout ça. Et le deuxième exemple, c'était donc dans ce cas de réinvention de nos modèles d'affaires, c'était de se dire, d'avoir cette force de
parce qu'il y a, souvent on fait des chantiers et on sait que dans 2-3 ans, ces chantiers, il faudra les refaire. Donc, mais on les fait parce qu'il faut qu'on rapporte aussi du business au groupe. Et donc, c'est de se dire, demain, on va proposer un service où on va refuser de faire ces chantiers-là. Et donc, c'est vraiment un service de conseil auprès des pouvoirs publics qui parfois lancent des appels d'offres sur des chantiers qui, dans 2 ans, devront être refaits. Et là, en fait, il y a tout un travail qu'on est en train de faire auprès justement des managers, des directions, pour leur faire prendre conscience que c'est peut-être notre modèle d'affaires de demain, en effet, d'arrêter de faire des chantiers. Mais c'est compliqué à faire. Ils en ont conscience, ils sont OK là-dessus. Ils sont oui, mais moi, à la fin du mois, j'ai 200 000 collaborateurs à faire manger. Donc, comment je fais? Donc, c'est en effet une transition qui va être longue à faire, mais il y a cette prise de conscience en tout cas qui est faite, et c'est aussi l'intérêt de la prospective, c'est toujours de ces imaginaires, c'est de toujours forcer le message en disant demain ça va être un monde différent, il faut qu'on transite, et petit à petit on arrive à faire évoluer les mentalités, mais ça prend du temps. Donc ouvrir les imaginaires pour imaginer d'autres formes d'économie qui aujourd'hui sont un argument au-dessus de ceux de l'environnement. Peut-être commencer à chambouler la balance pour rendre ça possible entre ce qu'on voit au court terme et au long terme. On va devoir terminer la table ronde. Je ne vais pas avoir de place pour les dernières questions. J'espère que ça vous a plu. C'était super de vous avoir autour de la table. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot avant qu'on clôture cette partie de l'après-midi? Merci beaucoup. Merci. Alors on va vraiment faire une micro-pause.